Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Président du cabinet Asterès. Il faut qu'on parle de ce livre, on va en parler dans quelques instants, L'éternel sursaut, chez XO Éditions, une histoire confiante de la France. D'abord, juste un petit tour de l'actualité quand même pour votre opinion sur Amélie de Montchalin, toute cette histoire autour d'elle, qui va donc prendre ses fonctions à la tête de la Cour des comptes fin février. Vous comprenez que sa nomination par le président fasse débat. On dit il a recasé ses proches. L'opposition parle de conflit d'intérêts parce qu'elle sera amenée à statuer sur le déficit public et sur des choix budgétaires d'un gouvernement dont elle a fait partie. Non, franchement, ça glisse sur vous. Vraiment complètement. Mais de toute façon, c'est une polémique qui sera complètement oubliée dans quelques mois. C'est très bien d'avoir une femme jeune à la tête de la Cour des comptes. Elle est très compétente. Je la connais, j'ai plein de désaccords avec elle, notamment sur le budget actuel, que je trouve particulièrement mauvais, mais diriger la Cour des comptes et être ministre dans un gouvernement qui doit faire avec une situation politique inextricable, ce sont deux choses différentes. Je trouve que sa nomination est une excellente chose. Je trouve que la Cour des comptes fait un travail formidable. Je pense que ça va continuer et c'est bien utile. Elle est assez écoutée, la Cour des comptes, d'ailleurs. Non, bien sûr que non. Elle est pas Enfin, elle écoutait des médias. Et ça, c'est très bien, d'ailleurs. Ça, c'est une évolution de ces dernières années. Moi, Moscovici, je me souviens souvent nous voir. Exactement. Je me souviens, quand j'étais jeune, la Cour des comptes, c'était des magistrats, ça l'est toujours, bien évidemment. Mais enfin, c'était quand même très confidentiel et les rapports n'étaient pas médiatisés. Pierre Moscovici, sans doute, a contribué à faire changer beaucoup ça. Et c'est une très bonne nouvelle. La seule chose en même temps, c'est leur job, mais que je pourrais reprocher à la Cour des comptes, c'est la prévisibilité. Quel que soit le sujet dont il s'empare, ça va pas, quoi. Voilà, donc ça, on le sait. On parle beaucoup des sujets budgétaires qui sont très importants. La Cour des comptes aussi regarde des sujets qui sont des sujets parfois beaucoup plus techniques, beaucoup plus complexes dans le domaine de la sécurité sociale. Et elle fait des critiques. C'est très bien dans une démocratie et c'est vraiment une institution qui fonctionne très bien et ça va continuer. Bon, il faut qu'on parle du chômage en France. On l'a évoqué en début de semaine avec ce chiffre, taux de chômage qui s'approche des 8% en France. Hausse de 0,6 points en un an. Est-ce que ça va être pire cette année ou est-ce qu'on est en train de toucher un point haut à 8 ? Non, c'est quand même un sujet. Sachant que les points hauts en France, par le passé, c'était plutôt 10, 10,5. C'est vraiment un sujet d'inquiétude. Il y a un sujet conjoncturel. Il y a de la croissance économique en France, mais enfin, elle n'est pas très forte. Il n'y a pas d'effondrement de la conjoncture, parce qu'on a beaucoup d'entreprises, parce que leur situation financière, globalement, en moyenne, est plutôt saine, parce que l'économie française reste bien diversifiée dans les secteurs. Donc, en fait, on a cette activité économique qui permet de faire en sorte que la situation du marché du travail ne s'effondre pas, mais enfin, ça ne l'empêche pas de se dégrader. Donc, il y a cet aspect conjoncturel, mais peut-être plus important, il y a des aspects structurels qui ont une incidence sur le chômage. J'en vois deux. Il y en a un, on est certain que c'est négatif et que c'est un problème, c'est bien évidemment le déversement des produits chinois, notamment industriels, dans notre économie, à très bas prix. Donc c'est le rapport qui a été fait notamment par le Haut Commissariat. On a largement évoqué ici. Voilà, vous avez raison. Proposition c'est un vrai 30% d'augmentation des droits de douane. Ouais. En tout cas, on peut discuter des 30% d'augmentation des droits de douane, mais là, le Haut Commissariat au plan touche un sujet qui est très important et qu'on a longtemps sous-estimé. Et donc ça, je pense que dans certains secteurs, donc secteur industriel, mais aussi certains secteurs de la distribution, notamment dans le textile, ça a un impact sur le chômage. Il faudra regarder plus précisément, mais sur la distribution. Parce que vous avez aussi les grandes plateformes chinoises de distribution en ligne qui cause beaucoup de problèmes. On avait beaucoup parlé de Chine, ça avait été très médiatisé, mais il y en a d'autres en fait. Donc il y a ce sujet-là. Et il y a un deuxième sujet quand même qu'il faut regarder, c'est les gains de productivité qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et on voit notamment aux États-Unis que ça dégrade l'emploi des jeunes. Pas de tout le monde, mais c'est sûr que si vous êtes un codeur, aujourd'hui vous êtes un jeune codeur dans l'informatique, c'est quand même difficile de trouver un job. Donc ça peut avoir un impact sur le marché de l'emploi. Ouais, et justement sur le taux de chômage des jeunes en France, les 15-24 ans, on est à 21,5%, en hausse de 2,4 points en un an. Comment on fait pour le faire baisser ? Il y a le MEDEF, on l'avait commenté aussi ici, qui propose d'exhumer un CDI jeune. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, dit il met de côté cette proposition. C'est pas une bonne idée parce que je suis assez défavorable à ce qu'on commence à découper le marché du travail en jeunes, moins jeunes, etc. Ça stigmatise les uns. C'est pas ça. En fait, il faut qu'on réfléchisse vraiment très en profondeur à la question
de l'insertion professionnelle des jeunes. On a fait l'apprentissage, on a mis mais ça a donné de très bons résultats, l'apprentissage. En réalité, on a beaucoup fait. Est-ce que ça a fait baisser le taux de chômage des jeunes ? Ah oui, ça a fait baisser, ça a augmenté le taux d'emploi des jeunes, et on sait très bien, là, il y a vraiment une littérature qui montre que l'insertion après l'apprentissage est considérablement facilitée par rapport à des situations. D'autres situations sur le marché du travail. Donc ça c'est très bien, mais après je pense qu'on a vraiment un sujet en dehors de l'apprentissage de formation des jeunes qui ne prend pas encore en compte les mutations technologiques. Enfin, l'enseignement supérieur en France. Concrètement, on fait quoi alors ? Regarde, allez, je prends un exemple, dans le domaine de la santé par exemple, qui est un sujet que je connais bien. On a aujourd'hui des cursus d'enseignement supérieur qui sont complètement décalés par rapport aux besoins et par rapport aux outils technologiques, parce que c'est trop théorique, parce que c'est trop long. Vous voyez, donc il faut vraiment revoir tout ça, parce que moi, mon idée, c'est que le sujet de l'insertion des jeunes, aujourd'hui, c'est quand même en grande partie un sujet d'inadaptation des compétences par rapport aux besoins du marché du travail dans un contexte d'évolution technologique rapide. Et ça, la proposition du MEDEF, en fait, elle répond pas du tout à ça. Vous voyez ? Elle fait simplement comme elle apporte de la flexibilité. Oui, mais moi je suis pour la flexibilité pour tout le monde, et plus il y a de flexibilité, plus je suis content. Mais on n'a pas besoin. C'est pas le flexibilité le problème. À précarité, certains font Oui, d'accord, mais certains, oui, d'accord. Mais oui, c'est pas pour ça que j'ai peur de mes idées. Enfin, si vous voulez, pour plus de, Alors, vous voulez que l'un ne rime pas avec l'autre. Vous voulez que j'aille au bout du sujet ? Je suis pour plus de flexibilité, y compris si transitoirement, ça aboutit à un peu plus de difficultés, de précarité. Je pense que c'est un débat qui est parfaitement ouvert. Je pense que le travail doit rester la colonne vertébrale dans notre société. Et donc, je n'ai pas peur des effets de la flexibilité, même s'il y a des effets négatifs à court terme. Même si ça touche vos enfants. Vous voyez ? J'ai des enfants, absolument, qui en plus seront en âge de s'insérer sur les marchés du travail. Quand je dis quelque chose, ce qui vaut pour tout le monde vaut pour eux, oui, bien évidemment. On a des annonces, Nicolas, sur de licenciements qui se multiplient dans la tech aux États-Unis, avec souvent la mention fréquente de l'IA comme cause. Est-ce qu'on vit ou pas un basculement ? Vous voyez des jeunes qui sont frappés là-bas. Moi, Bill Gates, sur son blog, qui écrit fin janvier, les capacités de l'IA nous permettront de produire beaucoup plus de biens et de services avec moins de main-d'œuvre. Voilà. En fait, je pense que... Ne faites pas le cours sur Schumpeter. Voilà, mais j'y allais. Non, mais je pense que la transition, elle est très forte et elle va être extrêmement brutale. Je ne crois pas du tout à la fin du travail à la Bill Gates, parce que en fait, les gains de productivité qui vont être très importants dans la santé, dans l'industrie, dans l'énergie, donc permis par l'intelligence artificielle, ils vont supprimer des jobs, et en fait ça commence déjà. Donc je prenais l'exemple des codeurs aux États-Unis, on le voit déjà, donc ça c'est une réalité. Donc cet effet négatif de l'innovation sur le marché du travail, on le voit déjà, mais en revanche ça va démultiplier les nouveaux besoins, ça va générer une explosion de certains secteurs, la santé est vraiment un exemple emblématique, et donc on va recréer plein de jobs avec plus d'humanité. Donc, en fait, je suis très confiant à moyen terme, mais très clairement, là, on voit que ces technos, elles détruisent des emplois pour les jeunes aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas. Oui, mais ça va venir chez nous. On va dans le cabinet de conseil, on a vu... Par exemple. On a vu Walmart, on a vu Amazon. Par exemple, faire exactement. Des annonces. Non, mais l'exemple du conseil est très intéressant. Alors, c'est un secteur que je connais bien, je dirige une entreprise d'études et de conseil. Donc, les gains de productivité permis par l'IA, ils sont absolument colossaux. Donc, nous, on est 10 donc, dans ma boîte, donc ça ne pose pas de difficultés. Mais quand vous avez vraiment les très grosses entreprises mondiales du conseil qui font des gains de productivité de dingue, alors qu'elles ont des dizaines de milliers de salariés, et qu'en plus elles ont pratiqué ces dernières années des prix très élevés dont les clients ne veulent plus, donc ils sont obligés de faire de la déflation, il est clair que vous allez avoir des diminutions d'emplois. Et vous les avez déjà en réalité. Jusqu'à quel niveau, encore une fois ? Ça, on va voir, j'en sais rien. Ça dépend de la vitesse d'adoption de l'intelligence artificielle. À mon avis, ça va quand même être assez Donc rapide. c'est un tsunami qui nous attend oui. sur l'emploi ? Mais complètement. Mais on ne va pas vers la fin du travail. C'est-à-dire que c'est une mutation hyper violente de l'emploi, beaucoup plus violente que les précédentes. Donc oui, c'est un traducteur qui perd son emploi, il fait quoi après ? Un traducteur qui perd son emploi, vous voyez, on est typiquement sur un type de job qui est un job assez technique, avec des compétences qui sont difficiles à redéployer ailleurs. Oui. Et donc justement, oui, mais moi c'est pour ça que je vous parle de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes. Au fond, il faut repenser notre insertion professionnelle il faut apprendre des métiers
bien sûr, il faut apprendre un métier, mais en même temps, il faut beaucoup de ce qu'on appelle en très bon français des soft skills et une capacité à redéployer des compétences dans d'autres domaines et dans d'autres secteurs. Donc je dis aux jeunes, et vous me posiez la question de mes enfants, apprenez un métier, mais soyez des généralistes en même temps. Soyez des techniciens, mais soyez des généralistes. C'est les deux à la fois. Quant au traducteur, un truc très très important en ce moment pour les jeunes, c'est apprenez des langues étrangères. Et en plus, l'IA permet... Alors là, vous voyez, pour le coup, l'IA permet d'apprendre des langues beaucoup plus vite. Parce que plus que jamais, on va avoir besoin d'humains. Donc on va avoir besoin d'aller voir les autres, de leur parler, de parler leur langue. Comprendre une langue étrangère, c'est comprendre aussi l'autre. C'est pas simplement comprendre la langue, c'est comprendre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On reste dans la tech avec ces chiffres quand même qui est assez édifiant. De 650 milliards, c'est la somme que vont investir les Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft dans l'infrastructure IA cette année. C'était quand même, pour donner les chiffres, 245 milliards en 2024, 410 en 2025, 650 cette année. Enfin, on voit l'explosion. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on n'est pas dans le cadre assez classique de surinvestissement? Non. En fait, je pense même que ce n'est pas assez. Quand vous regardez aujourd'hui ces investissements que vous les rapportez au PIB mondial, vous arrivez à 3% du PIB mondial, peut-être un peu plus. Si vous regardez par rapport à des révolutions précédentes, comme le chemin de fer par exemple, vous voyez que les grandes mutations technologiques, c'est plutôt 6% du PIB mondial. Donc en fait, je pense qu'on n'a même pas fait la moitié du chemin, parce que les usages vont considérablement se développer. Aujourd'hui, on rigole un peu avec les IA génératives, etc. Mais l'usage qui en est fait commence à être sérieux. Mais c'est le début. Mais vous allez avoir des usages extraordinaires dans le domaine de la chimie, dans le domaine des matériaux de construction, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie. Et ça, c'est le début. Vous allez même avoir une utilisation de l'intelligence artificielle, on le voit par exemple un peu dans la chimie, pour craquer des problèmes un peu fondamentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, donc on est au début. Donc, alors que les entreprises soient surévaluées, etc., qu'il y ait un ajustement boursier ces prochains mois, oui, bien, mais ça, bon, ça c'est normal. La France là-dedans, et c'est l'objet de ce livre, il faut qu'on en parle évidemment, l'éternel sursaut. L'idée que vous défendez, c'est que la France est toujours relevée dans l'histoire quand on la croyait au plus bas. Ouais. J'ai envie de dire, c'est pour quand le rebond là? C'est pour très bientôt, c'est entre nos mains. Non, mais en fait, vous avez en France, déjà, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que l'histoire économique et sociale de la France est absolument brillante. Et donc, quand on est mauvais ou médiocre, on trahit notre histoire. Parce que même la France d'avant la France, parce que la Gaule, contrairement à ce qu'on apprend avec Astérix, etc., mais ça c'est des bêtises, mais la vérité aujourd'hui, ce qu'on sait de la Gaule, c'est que c'était un territoire très innovant et très exportateur dans le domaine des armes, de l'agroalimentaire, des véhicules, tout ce que vous voulez. Et le Moyen-Âge en France, les foires de Champagne, les cathédrales gothiques, ça a été un moment de développement économique extraordinaire où la France était avant les autres. La Renaissance, la France était à bien des égards avant les autres. Le 19e siècle, évidemment, je parlais de l'histoire du chemin de fer tout à l'heure, la France a commencé en matière de chemin de fer assez rapidement, elle a pris beaucoup de retard, et puis elle a terminé avec le réseau ferré le plus développé d'Europe, parce que la France, toujours, commence en retard et termine en avance. Je peux multiplier les exemples, mais allez, faut penser à ça. 1870, la France perd la guerre contre la Prusse, l'Empire s'effondre, vous avez la Commune, la guerre civile, les scandales parlementaires, ça ne se termine pas l'affaire Dreyfus, une période absolument catastrophique. Bon, qu'est-ce qui se passe au bout de ça? Les Français se ressaisissent, ils inventent le cinéma, ils inventent quasiment l'aéronautique, ils deviennent leaders mondiaux jusqu'à la Ford-T de l'industrie automobile. Le monde entier vient en France et en plus on fait l'Art Nouveau, etc. Je vois bien que vous ne me croyez pas, mais si je vous crois, mais vous avez tort parce que aujourd'hui, aujourd'hui, oui, mais d'accord, mais aujourd'hui on a quoi? On a le luxe. Non, mais en 1890, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La France? Déjà le luxe et l'aéronautique, c'est des choses qui sont absolument formidables. Mais on a le luxe, on a l'aéronautique, on a l'énergie, on a l'agroalimentaire, on a tous les. Et puis moi, ça me frappe beaucoup. On est incroyablement bon en tech en France. Mais vraiment. En fait, la France. La tech en France, en dehors de Mistral, de l'IA. Non, mais j'arrive. La France est une usine à entrepreneurs et une usine à ingénieurs. Vraiment, toutes les statistiques le montrent. Donc la source, on l'a. Sauf que les ingénieurs, ils partent, parce qu'ils sont mieux payés ailleurs, et les entreprises dans la tech, elles restent beaucoup trop petites. En fait, on a le moteur, il suffit de le débrider. C'est aussi simple que ça. Donc vous remettez. On débride quoi alors? On fait comment pour débrider? Vous remettez de l'ordre dans les finances publiques. C'est pas très dur en fait. C'est quoi le rapport entre un ingénieur et l'ordre dans les finances publiques? Parce que en fait, nos finances publiques aujourd'hui. Pour autant que même si on avait 0% de déficit, c'est pas mieux payé l'ingénieur, non? Si, parce que nos déficits, ça génère une pression fiscale super élevée. Et surtout, vous connaissez ce sujet par cœur ici, l'épargne des ménages, elle est absorbée par le financement du déficit.
par l'assurance vie, grosso modo, alors qu'elle pourrait aller ailleurs dans des usages bien plus productifs. Donc il y a un lien, et puis surtout, vous faites un grand plan de simplification normative, juridique, administrative. J'explique dans le détail, vous faites ce que Napoléon a fait en 1804 avec le Code civil, le plus grand plan de simplification de l'histoire de France qui a préparé toute la croissance du 19e siècle. Donc en fait, c'est simple. Hein. Ça, pour le coup, ça ne coûte pas de sous. Eh ben, ça rapporte même. Oui, non, mais à court terme. Bien sûr, exactement. Donc, non. Donc, c'est simple. Et en fait, mais vous les recevez, les entrepreneurs, donc vous savez bien, vous froncez les sourcils quand je dis qu'on est très bon en tech. Mais en fait, vous savez que j'ai raison. C'est-à-dire qu'en France, on a énormément de startups, de biotech dans tous les secteurs, sauf qu'elles partent, en fait. Mais oui, mais c'est plus facile de mettre en œuvre un environnement pour garder les entreprises plutôt que de rien avoir du tout, pas avoir d'école, pas avoir d'enseignement supérieur, pas avoir de culture entrepreneuriale, et il faut faire venir des Américains. Donc, en fait, la France, c'est ça ce dont je veux convaincre, c'est que cette situation qu'on connaît aujourd'hui, on l'a connue 20 fois dans l'histoire, et elle n'est pas très difficile en réalité à résoudre. Des Français qui demandent plus de protection alors que la dépense publique est parmi les plus élevées rapportées au PIB. Oui, mais ça, c'est une lutte politique et culturelle. On sait qu'il faut travailler plus pour qu'il y ait plus de gens qui travaillent, et que ce soit sur le marché de l'emploi, et en même temps, la réforme des retraites a été suspendue. Moi, le sursaut, je ne le vois pas encore. Hein. Non, mais attendez, justement, c'est ce que j'explique, c'est que la France est le pays, toujours, où on fait plus de bêtises que les autres. Je vous concède que la suspension de la réforme des retraites, en matière de bêtises, je pense qu'on est vraiment sur le haut du podium, quoi. C'est débile, en fait. Pardonnez-moi de vous le dire comme je le pense. C'est même irresponsable. C'est irresponsable. Ah oui, moi j'aurais voté contre le budget. Moi j'aurais censuré le gouvernement si j'étais parlementaire. Parce que j'aurais pas voté pour un budget. Oui, on aurait des législatives anticipées. Moi j'aurais pas voté. Oui, mais attendez, il y a un moment où je peux pas voter pour un budget qui trahit toutes mes convictions. Moi je suis pour moins de dépenses et moins d'impôts. Je vais pas voter pour un budget qui fait plus de dépenses et plus d'impôts. Pour avoir un peu de stabilité politique. Ah bon, vous trouvez qu'on a la stabilité politique en ce moment, c'est fantastique? Il n'y a aucune stabilité. La vérité, c'est que le budget qui a été voté, c'est le budget du Parti Socialiste, alors que ce n'est pas eux qui sont arrivés en tête ils disent que... Mais en fait, non, c'est quand même pas eux ils n'ont pas de majorité, en tout cas. Donc en fait, cette histoire de stabilité, c'est absolument bidon. Bref, si on suit... Il faut faire cette pédagogie, il faut acculturer, comme vous le faites et comme on essaie de le faire aux questions d'innovation, de tech, etc. Parce qu'en fait, c'est ça l'ADN de la France. La France, même la France d'avant la France, enfin on va dire depuis un bon millier d'années, est un grand pays de tech et d'innovation. Je raconte ça dans le détail. Le général de Gaulle raconte dans ses mémoires, c'est le 3e chapitre des Mémoires d'Espoir, il dit qu'il s'intéressait beaucoup à l'économie, qu'il recevait les plus grands scientifiques du pays, les plus grands ingénieurs du pays, parce qu'il considérait que le destin de la France, c'était, dans ces domaines-là, d'être toujours en avance. Donc, quand on ponte tout un tas de réglementations, parce qu'on a peur, la taxe sur les grandes entreprises, en fait, on trahit ce qu'est l'histoire de la France. C'est ça ce que je veux expliquer. On n'est pas apaisé dans ce pays, vous le décrivez très bien. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. La France est difficile à gouverner aussi. Oui, c'est très difficile à gouverner. C'est plus difficile à gouverner que les Pays-Bas, la France, oui, ou que le Danemark, oui, ça c'est sûr. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un pays, c'est un mélange de civilisations, en fait, civilisation celte, civilisation romaine, civilisation barbare. Ça se castagne en permanence. Et donc, si on n'a pas un très grand projet, on se bat. Mais regardez ce qui s'est passé avec Notre-Dame, avec les Jeux Olympiques. Dès que notre énergie, elle est canalisée vers des choses grandioses, on étonne le monde. En revanche, pour reprendre l'exemple de la réforme des retraites, vous faites une réforme des retraites au Japon, c'est 2 décrets, personne ne s'en rend compte. En France, vous avez tout de suite 1 million de personnes dans la rue et ça dure 1 an. Ah, ça, c'est sûr que c'est plus viril. C'est ce qui fait notre charme. Oui, mais on est dans cette crise politique qui semble, en tout cas, assez profonde. Et quand on vous lit, on se dit que finalement, il y a une période brillante peut-être qui nous attend. Ah oui, j'en suis sûr. Demain. Non, mais je crois. Mais j'ai envie de signer, de vous croire. Mais allez, on est dans une émission financière. La France, il faut l'acheter à la baisse. Et en ce moment, elle est à la baisse. Il faut toujours l'acheter à la baisse parce qu'elle remonte très haut. Les gens qui quittent la France en ce moment, ils sont en train de vendre au plus bas. C'est une erreur financière. Ceux qui partent aujourd'hui, ils seront partis quand ça ira mieux. Donc, on peut encore rester en France. On peut creuser plus profond aussi. Hein. Oui, bien sûr, on peut creuser plus profond. Mais rester en France. Peut-être qu'on trouvera du pétrole. Et peut-être.
Vous pouvez me lancer sur ce terrain parce que, en fait, oui, parce que je suis un très grand promoteur du fait de refaire de la France et de l'Union européenne des pays miniers, en fait, parce que dans le domaine des terres rares et des métaux critiques, il y a énormément de choses, y compris en France. Ça, c'est un fantastique projet. Donc, du pétrole, je ne suis pas sûr. Je vous invite à le faire voter à l'Assemblée nationale. Du tungstène. Oui, mais vous me dites ça et tout le monde me dit un peu ça en ce moment. Mais quand on fait de la politique, c'est aussi parce que, pardon, mais je sais que ce que je veux dire vous semblez complètement délirant, mais on a peut-être une vague idée de ce qu'est l'intérêt général. Voilà. Sinon, si c'est uniquement pour faire des arrangements mais les mines, on se dit que les mines c'est pas propre. Voilà. On va le faire proprement. On va le faire proprement. Vous pensez qu'on n'est pas capable de faire ça? Vous pensez que si on fait des mines en France, on va utiliser plus ou moins d'eau que nos amis chinois? On va en utiliser beaucoup moins. Ouais. Et ce sera formidable. Et on exportera du tungstène, du cobalt, dans le monde entier. Déjà, on sera autonome avant de... Vous voyez? Et en plus, exactement. On avance un peu sur ce sujet. Pour le coup, la Commission européenne est en train d'avancer là-dessus. La Commission européenne ne fait pas que des choses mauvaises, en fait. J'ai le pessimisme de la lucidité, mais vous avez l'optimisme de la volonté. Non, mais le plus grave, c'est que j'y crois. Je pense vraiment que la France a un moteur économique qui est extrêmement performant, mais qu'il faut, il faut vraiment lâcher les chevaux. Et dans le personnel politique, en fait, sur 2027, c'est un peu tôt. Je dis toujours pour qui je vote, mais là, c'est un peu tôt. Mais ceux qui inspirent, qui ont un projet, qui fédèrent la France. Alors, je profite de votre antenne. Il n'y a pas de programme aujourd'hui. C'est une catastrophe. On n'est pas sérieux. Personne n'a un programme sérieux aujourd'hui pour 2020. Tout le monde veut être tout le monde veut être candidat. Donc tous les 3 jours, vous avez un candidat qui se présente. Mais au mieux, y compris chez mes amis, c'est on va faire une couche de capitalisation, on va baisser la dépense publique. Ça, c'est pas du travail. Je vais baisser la dépense publique, c'est pas un programme. Tout le monde est capable de le dire. La gauche peut dire, moi je veux augmenter les salaires, et la droite peut dire, moi je veux baisser la dépense publique. C'est pas ça un programme. Un programme, c'est quelle vision de l'État à l'ère de l'intelligence artificielle, recentrée sur quelle mission, avec statut des fonctionnaires, oui ou non, rémunéré comment et comment on fait, avec qui, dans quelle période du quinquennat. Ça, il faut que ce soit fait dans les 3 mois. Ça, c'est un programme. Personne ne fait ce travail. Et quel projet? Les partis politiques sont des agences d'événementiel aujourd'hui. Mais elles ne produisent absolument rien. Quel projet commun pour fédérer les Français et ne pas juste être dans le rejet? Moi, justement, le rejet des riches, le rejet je pense qu'il y a une très grande demande d'avenir en réalité et que nos concitoyens sont parfaitement réceptifs à un discours qui projette la France dans l'avenir. C'est tous les sujets dont vous parlez, mon cher David, justement, les projets industriels, les projets agricoles, les projets en matière d'intelligence. Entre Trump qui nous taxe de droits de douane et les Chinois avec leurs produits 30 à 40% moins chers. Enfin, Trump, il fait plus de mal à son industrie qu'à la nôtre, avec les droits de... La Chine, oui, la Chine, c'est un vrai problème. Enfin, lui, il a 3% de croissance, on a 1. D'accord, mais enfin, dans l'industrie, il ne se passe absolument rien. Et quand vous regardez les statistiques de mise en chantier d'usines, vous voyez que ça avait explosé sous Biden et depuis Trump, c'est stable. Donc en fait, il est plutôt en train de faire du mal à son industrie. Mais ça, c'est le problème des Américains. Mais vous avez tout à fait raison. Mais on a des capacités pour réindustrialiser. Vous voulez faire une usine en France aujourd'hui, il faut trouver le foncier, vous avez le zéro artificialisation nette, vous avez tout un tas de réglementations, d'études, ça dure des années. Ensuite, vous avez les recours juridiques, vous avez le juge administratif qui vous dit non, finalement, faire une usine en France, c'est pas une bonne idée. Mais tout ça, c'est des obstacles qu'on peut lever, en fait. Ouais. Et c'est ça ce que je veux dire. Alors après, vous avez tout à fait raison. Ça commence par le combat culturel et intellectuel. C'est ce que, à ma très modeste place, j'essaie de contribuer à ça. Et il y a ce livre à lire, L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France malgré les vicissitudes et les égarements du moment, chez XO, édition signée Nicolas Bouzou. Merci David. Merci beaucoup.